Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Hello, hello. Hello. Comment vas-tu, Lou? Ça va et toi, Yannick? Ça va très bien, merci. Ça devient une habitude. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode d'Ami Parcours où on parle des parcours de vie, des retours d'expérience. Et je tiens déjà à te le dire, merci d'accepter parce que merci parce que depuis un certain temps, je cherchais quelqu'un, j'avais déjà dit dans d'autres épisodes que je cherchais des gens à couvrir plusieurs générations et à parler à des gens d'un certain âge qui sont peut-être déjà à la retraite ou quoi, et parler aussi à des gens, des étudiants, parce que j'avais plus tendance à parler des gens entre 35 40 ans, des personnes actives. Et là, c'est vraiment une opportunité pour moi, et donc je tiens à te dire merci pour ça. Et donc, la première question, comme j'aime poser et tout ça, c'est tout de suite, c'est... Ok, la question que j'aime poser, donc pour commencer ce podcast, c'est si tu devais résumer ton parcours de vie en 3 mots, lesquels seraient-ils? Alors, si je devais résumer mon parcours de vie en 3 mots, le premier mot pour moi, ce serait difficulté. Ok. Le deuxième mot, ce serait pour moi persévérance. Et le troisième, ce serait pour moi bonheur. D'accord. Attends, difficulté, c'est ça? Oui. Persévérance? Persévérance et bonheur. Top. Persévérance et bonheur. Pourquoi difficulté? Difficulté parce que dans la vie, il y a plein de difficultés qui peuvent arriver. Et moi, je pars du principe où les difficultés dans ta vie, elles n'arrivent pas pour rien. C'est ce qui fait ma personne aujourd'hui, c'est ce qui m'a forgée et c'est ce qui m'a poussée à être la personne que je suis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Ok. Et là, on va en parler tout au long de l'épisode, mais là, tout de suite, même si on en a déjà parlé, toi et moi, un peu avant l'épisode aussi. On a un peu triché. Ouais, on a un peu triché. Non, mais de toute façon, c'est ça aussi. Je rencontre des gens, on a déjà c'est aussi les bribes de leur histoire qui me donnent envie de les inviter. Donc, du coup, ces difficultés-là, aujourd'hui, et c'est aussi pourquoi c'est le choix de t'inviter, mais ces difficultés-là, aujourd'hui, comment tu te positionnes face à ces difficultés aujourd'hui que tu as pu vivre? Alors déjà, moi, je les ai laissées derrière moi. Et pour moi, c'est ma force. Okay. Comme je t'ai dit, c'est vraiment les difficultés que j'ai pu vivre tout au long de ma vie qui font que je suis cette personne-là aujourd'hui. Okay. Bizarrement, les difficultés, je les voyais d'un point de vue très différent. Dans le sens où c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir la persévérance après la difficulté, parce que c'est vraiment ces difficultés qui m'ont donné envie de me battre et de persévérer dans tous les domaines de ma vie, quoi. Parce que je pense que si j'avais pas eu à vivre ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense pas que je serais là aujourd'hui, tout simplement. D'accord, ok, ça marche. Et donc, du coup, persévérance, pourquoi persévérance? Du coup, parce que pour moi, quand il t'arrive une situation dans ta vie, on a toujours le choix de soit rejeter cette situation, soit l'accepter. Et moi, la plupart du temps, j'ai toujours choisi d'accepter la situation, de me battre et de persévérer, parce que des fois, c'est pas facile. On peut accepter une situation, mais il faut quand même persévérer jusqu'à avoir le résultat qu'on veut, tout simplement. D'accord, ok, top, très intéressant. Et pourquoi bonheur? J'aime beaucoup. C'est parce que c'est fou, parce que on entend, en fait, si j'englobe les 3 mots que tu as choisis, c'est comme si l'aspect résilience en ressort. Oui. Tu vois? Ok, pourquoi bonheur? Alors du coup, pourquoi le bonheur? Le bonheur, en gros, c'est la suite de la persévérance et de la difficulté. Parce que je pars du principe où quand on vit des difficultés dans sa vie, ça va forcément impacter sur nous, notre mood, sur la globalité de notre vie. Et on n'est pas forcément dans une phase de bonheur. On est plus dans une phase de tristesse où ça va moins bien dans sa vie. Et pour moi, en persévérant, en du coup me battant, et pour moi, je suis à la quête de ce bonheur-là. Ok. Ah, tu es à la quête de bonheur, mais est-ce que tu dirais que tu l'as quand même, est-ce que tu l'as touché du doigt, ou est-ce que tu le vis, ce bonheur-là, dans ton parcours?
Alors, je dirais pas de là à dire que je le vis, Oui, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. oui, Mais je dirais que oui, je le touche. Je peux quand même le toucher sur le bout des doigts, oui. dans le sens où je suis pas malheureuse dans ma vie. Je suis fière de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Yes. Les difficultés que j'ai pu combattre, j'en suis très fière aujourd'hui. Je suis fière de la personne que j'ai pu devenir, en tout cas. Donc, je peux dire que oui, je l'ai quand même touché sur le bout des doigts, quoi. Ok. Et donc, c'est en fait, le bonheur, c'est un mot que tu choisis parce que c'est aussi la quête dans ton parcours, en fait. C'est ce que j'entends. Hein. C'est un peu aussi ce bonheur-là, tu le touches du doigt et c'est aussi une quête derrière laquelle tu cours, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, top. Ok. Donc, qui es-tu, Lou? Alors, du coup, je vais me présenter. Alors, du coup, comme il a dit, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans. Je fais des études en finance. Et du coup, à côté, je suis en alternance. Je suis assistante comptable client. Et bon, je dirais pas la boîte. Je dirais pas la boîte, mais en tout cas, je suis dans une très bonne boîte. Et voilà. Ok, top. Donc, bon, ok. C'est marrant parce que là, souvent, les gens se présentent. Quand je dis qui es-tu, moi, j'attends parce que moi, la question les 2 premières questions, comment je l'ai notées dans mon fichier de questions, c'est qui es-tu. Ensuite, c'est quelles sont tes activités. D'accord. Parce que moi, je distingue qui je suis, qui nous sommes, Mhm. de ce que nous faisons. D'accord, ok. Ok. Mais comprends bon, tu as totalement. dit donc du coup là, tu as répondu en J'ai répondu aux 2. 2 Mais questions. ok, donc ok, ça marche. Ok, enchaînons sur où est-ce que tu es né? Alors, moi, je suis née du coup en banlieue parisienne. Exactement, je suis née à Saint-Maurice. Ok, ça marche. Et donc tu es né dans quelle fratrie? T'as combien de frères et sœurs? Alors, du coup, moi, quand je suis née, j'avais que mon grand frère. Et après, il y a mon petit frère qui nous a rejoints. Ok, Et du coup, mes 2 petites sœurs après. ok. Ah, je savais pas que tu avais un grand frère. J'avais pas compris. Ok, ça marche. Tu es né en banlieue parisienne. Quelles sont les relations que tu as en fait en fait non, c'est surtout avant les relations, mais comment tu définirais le cadre dans lequel tu es né et grandi avec tes parents et tes frères et sœurs du coup? Alors, le cadre dans lequel j'ai grandi, je définirais comme un cadre très masculin. Ok. Dans le sens où, du coup, j'avais grandi du coup, avec mes 2 frères, mon père et ma mère. Mm. Et en fait, il faut savoir que ma mère, elle a une énergie qui est très masculine. C'est-à-dire qu'en gros, c'est certes ma mère, mais j'avais également l'impression que c'était mon père. Dans le sens où, par exemple, tout ce qui est réservé à l'homme, si je peux dire ça comme ça, en tout cas dans la société, Mm. c'était plus ma mère qui le faisait. D'accord. En termes d'autorité, Mm. le chef de famille à la maison, c'était pas papa, c'était maman. D'accord. Donc ça veut dire que moi, étant que jeune femme ou étant que fille adolescente, je me suis construite un petit peu toute seule parce que en gros, le cadre dans lequel j'étais, pour moi, il était très masculin, quoi. D'accord. Il n'était pas du tout féminin. J'ai appris à être coquette toute seule, à me maquiller toute seule. La puberté, j'ai tout appris toute seule, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu dirais que... Parce que c'est très très intéressant. Est-ce que tu dirais que... non, en fait, non. Oh, non, c'est la question que je vais poser. C'est pourquoi ta mère... Est-ce que ta mère n'est, par exemple... Ce que ça m'inspire, c'est que ta mère n'est pas coquette? Non. Ok, d'accord. Ok. Non, ma daronne, elle est très masculine. En fait, ça peut lui arriver des fois de se faire coquette quand elle sort, etc. Mais disons que c'est pas ce qu'elle m'a transmis. Parce que c'est sûr que ma mère, c'est pas une personne qu'on va voir dans la vie de tous les jours avec, je sais pas moi, un petit tailleur ou une petite robe, etc. Même au niveau de comment elle s'habille plus de manière masculine. C'est-à-dire que elle est plus soit jogging, jean basket, etc. Et puis, c'est son style, quoi. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Elle est pas très féminine dans sa manière de s'habiller. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Et du coup, quelles sont tes origines? Alors, moi, j'ai diverses origines, mais principalement, je suis d'origine congolaise. Oui. Du côté de mon père, 100%. Ok. Et après, du côté de ma mère, j'ai des origines qui sont portugaises, togolaises. Ah, portugaise aussi? Ok, je savais pas. Ok, top. Est-ce que et de toutes ces origines-là, quelle est celle qui est la plus présente aujourd'hui, celle qui influence le plus ton parcours, du coup? Du coup, moi, c'est l'origine congolaise. Ouais. Parce que c'est celle qui prime, tout simplement. Ok. Parce que celles que j'ai citées, c'est vraiment des origines qui sont un petit peu lointaines. Hein. C'est Ok. plus mes arrière-grands-parents. Enfin, c'est pas une origine qui pèse trop. Et oui, c'est la seule culture que je connais, en gros. D'accord. Et du coup, comment est-ce que par quoi
par quoi est-ce que tu vois que par quoi se manifeste, dans quoi se manifeste cette culture congolaise? Dans ma vie? Ouais, dans ta vie. Alors en fait... Quand tu analyses, je suppose déjà qu'il y a la langue, parce que tu m'as dit que tu parles. Alors moi, j'ai pas beaucoup hérité de cette culture-là, dans le sens où c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que les 2 seuls éléments dont j'ai hérité, c'est du coup le parler. Je sais parler lingala, je le comprends, il n'y a pas de souci par rapport à ça, malgré mon accent français. Mais au moins, tu tiens à ton accent français, parce que chaque fois qu'on en parle, tu me dis, mais bon, avec mon accent français. Non, mais parce que c'est vrai que quand je parle lingala, on me fait souvent la remarque que j'ai un accent français, donc à force, je préfère préciser comme ça choque plus trop. Et, c'est bien, en fait, du coup, c'est bien. J'aime bien cette technique-là, en fait, c'est que du coup, tu es dans l'autodérision pour ne pas justement qu'on en rit. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Je prépare la personne mentalement. C'est ça. Deuxième chose dont j'ai hérité, disons, c'est plus au niveau culinaire. Parce que c'est vrai que ma mère et du coup l'ethnie dans laquelle je viens, on est très réputé pour savoir faire à manger. Okay. Et c'est quelque chose dont j'ai hérité. Ok. C'est quelle ethnie? Alors, on a des Mutetela. Principalement, ouais. On en a plusieurs, mais celle qui prime, c'est Mutetela. Et tu sais la situer sur la carte du Congo? Alors, pas du tout. Non. Moi, tout ce qui est géographie, franchement, c'est pas moi qui peux. Ok. Vas-y, redis, du coup. Mutetela. Ok, j'irai regarder parce que, en fait, je t'avoue que c'est une culture, la culture congolaise, je connais, j'ai côtoyé quand même un peu, mais comme je peux connaître, tu vois, par exemple, au Cameroun, quand on va te parler, tu peux citer au moins une ethnie. Dans d'autres pays, pareil, tu peux citer, mais en fait, j'ai l'impression que la culture congolaise, il y a moins ce rapport-là à l'ethnie. J'ai l'impression, c'est vraiment, tu vois, je sais pas, peut-être c'est un truc bizarre, mais en tout cas, le Congolais, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais j'aime pas dire ça comme ça, mais les personnes d'origine congolaise ou les Congolais revendiquent moins une ethnie. Ils se vont beaucoup plus se revendiquer du drapeau. C'est vrai. Tu vois, plutôt que d'une ethnie en particulier. Quoi. Oui, c'est vrai que quand je dis que je suis congolaise, c'est pas tout le monde qui vient me demander de quelle ethnie je viens. Tu vois? C'est plutôt rare. On me demande juste si je suis congolaise de Kinshasa ou de Brazzaville. Exactement. Tu vois? Ouais, tu vois? Alors que dès que tu vas dire que tu es, c'est pas, un Sénégalais va dire qu'il est Sénégalais ou un Malien, on va lui demander. Tu vois, c'est vrai, oui, c'est vrai. Si c'est c'est vrai. Après, je pense que c'est aussi parce que les sociétés, par exemple, j'ai cité Sénégal, Mali, et j'aurais pu citer aussi le Cameroun. C'est parce que justement, je pense que ces sociétés-là, l'ethnie est très puissante et très forte. Oui. Comme le Sénégal, le Mali, pour ne citer que ces deux-là, ils sont déjà aussi, il y a une partie où la société est très castée. C'est ça, ils se marient entre castes, il me semble. Exactement. Voilà, alors que chez les Congolais, non, c'est pas trop d'actualité. Ouais, tu vois, donc ok. Hyper intéressant. Et en fait, j'en ai pensé parce que ma femme aussi est d'origine gabonaise. Et tu vois, cet aspect-là revient. Parce que c'est pas casté, mais chaque ethnie vraiment est normée. Pas normée, mais chaque ethnie vraiment a ses traditions. Et vraiment, le pays, dès qu'un Gabonais va entendre le nom d'une personne, il va pouvoir te dire que lui, il est de telle ethnie. Et il y a toujours ce truc-là qui revient. Ah oui, non, chez les Congolais, non. Ouais, non, mais non. J'ai jamais dit mon ami, on m'a dit, toi, tu viens de telle ethnie, non. Ok, super, intéressant. Bon, voilà, une petite différence, on a parlé un peu de ça. Ok, ensuite, du coup, donc là, on a parlé de ta culture, donc du background de ta famille. Quel type d'élève tu dirais que tu étais ? Parce que là, maintenant, j'ai changé la question, j'essaie de le faire plus. Avant, j'allais vraiment primaire, donc là, on va faire un batch maternel jusqu'à primaire, tu vas poursuivre un peu le parcours scolaire. Maternelle, primaire, ou peut-être même jusqu'à maternelle, collège. Quel type d'élève tu dirais que tu étais ? Alors moi, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque parcours, j'étais une élève différente. Yes. Donc ça veut dire que, par exemple, à la maternelle, j'étais une enfant qui était très réservée, très timide. Ça veut dire qu'il ne fallait pas m'adresser la parole parce que je n'allais pas répondre. J'ai un épisode dans ma tête qui me revient. Il me semble que j'étais en petite section. Je ne sais plus si c'était la maîtresse ou une autre dame qui est venue me parler. Et la réaction que j'ai eue, c'est que j'avais pleuré, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à communiquer. Et après, ça s'était quand même un petit peu apaisé. Mais je restais très timide. Okay. Et ça a duré de la maternelle à la primaire. J'étais très timide, très réservée, j'osais pas m'affirmer et je me laissais beaucoup faire. Et après, il faut savoir qu'en fait, au collège, j'ai complètement changé de zone, en fait. Ça veut dire que là où j'ai fait ma maternelle et ma primaire, au collège, ça n'avait rien à voir. C'était de l'autre côté de la ville.
et c'était pas le même type de personne. Et là-bas, le caractère que j'avais, je pouvais pas l'avoir parce qu'en fait, j'allais me faire manger. Ouais, t'allais faire bouffer. Ça allait j'allais clairement me faire bouffer. Et au début, c'était le cas. Et après, j'ai vite compris qu'en fait, je devais me sauver. Je devais me sauver. Et au début, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait semblant d'être quelqu'un. J'ai fait semblant de me créer un caractère. Et plus je faisais semblant, et puis j'ai adopté ce caractère-là. Vraiment en jouant un rôle, c'est comme ça que je suis devenue cette personne-là. Donc ça veut dire que je me laissais moins faire, etc. Et après, j'ai du coup évolué comme ça. Après, au lycée et en études supérieures, ça a fait qu'évoluer. J'ai su m'affirmer et être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis plus la personne trop gentille qui se laissait faire. Je suis plus la personne, faut pas m'embêter, quoi. Ok. Et en termes de je vais y revenir hein, parce que c'est hyper intéressant. C'est marrant parce que on parle d'un épisode, on parle de l'épisode scolaire, mais rapidement tu le ramènes au caractère. C'est vrai, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a titlé dans ma tête directement. Ouais, non, mais parce que de toute façon, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode avec toi, c'est cette capacité-là à t'analyser, à mettre des mots sur ton histoire, ton caractère, en fait ton parcours, et j'ai trouvé ça tellement intelligent, tellement fort. Merci. Ah ouais, non, je te dis, franchement, là, je pense que c'est vraiment la note que j'ai vraiment. Et l'un d'enfant, on en parlait de l'épisode Comment devenir attractif, je t'en ai parlé. Et je pense que s'il y a une chose que tu me permets de ressentir, justement, qui te rend attractive, c'est en fait, cette force-là et cette capacité à parler des émotions, à mettre des mots dessus, tu vois, mais en même temps, c'est fou parce qu'en même temps, on sent justement, comme tu parlais tout à l'heure à la maternelle, on sent le côté introverti, mais en même temps, on sent aussi une force, en fait, c'est dingue, c'est dingue, non, c'est dingue. Ok, du coup, quelles étaient tes performances scolaires et tout ça dans ton parcours scolaire? Bon, alors du coup, la maternelle, je pense qu'on peut la sauter. On peut la sauter. En primaire, j'avais pas confiance en mes compétences du tout. D'accord. Je sais que j'avais cette tendance-là à me sous-estimer énormément. Et c'est-à-dire que tellement je me sous-estimais, je ne faisais pas les efforts pour évoluer. Donc ça veut dire que primaire, mes compétences, j'en doutais constamment. Okay. Et pour moi, elles n'étaient pas à ma juste valeur du tout. Okay. Elles n'étaient pas à ma juste valeur. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que je n'avais pas non plus un entourage qui m'aidait ou qui m'encourageait dans ça. Et en primaire, je suis assez jeune, ça veut dire que s'il n'y a personne pour m'épauler à côté, que je peux compter que sur moi-même dans mes compétences, forcément, je n'allais pas voler plus haut que ça, quoi. Et après, c'est vrai qu'au collège, j'étais plus autonome du coup. En gros, mes parents n'étaient pas derrière moi pour savoir si j'ai fait mes devoirs ou pas. C'était plus à moi de prendre conscience que j'avais des devoirs, si j'avais des évaluations. Je savais en fait ce que j'avais à faire. Donc j'ai pu en vrai prendre conscience de la valeur de mes compétences et voir ce que je valais. Okay. Ça veut dire que oui, certes, au début du collège, je m'amusais. Mais après, qu'on a commencé à me parler en termes de c'est le premier examen officiel qui est important, le brevet. Là, écoute, je travaillais comme une machine, j'avais des notes excellentes. Et du coup, moi, je suis née en 2002 et du coup, on est les premiers à avoir le contrôle continu. Et en gros, je me rappelle qu'on avait à chaque trimestre, si je dis pas de bêtises, on avait une grille d'évaluation et en gros c'était pour le contrôle continu et tu pouvais savoir si tu avais ton brevet en avance ou pas. Et je me rappelle, et ça d'ailleurs c'est ma fierté, et je me rappelle que ma grille elle était toute verte, ça veut dire qu'en gros tu as eu tous les points partout, donc ça veut dire qu'en gros j'avais mon brevet en avance. Je dis que c'est ma fierté parce qu'il y a quelques années quand j'étais en primaire j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Alors que je travaillais, il y avait personne qui me forçait à travailler, je travaillais parce que j'en avais envie, parce que j'étais convaincue, parce que je me challengeais, et pour moi c'est magnifique en fait, la personne que j'étais à ce moment-là, je peux tout donner pour y revenir. Je persévérais, il n'y a personne qui pouvait m'arrêter. J'étais sûre de moi et même les professeurs, ils me mettaient en avant comme pas possible. Bien. Alors que je travaillais juste quoi. Ok. Et quel était le système de pensée? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui a pu faire que tu es passé de... Tu avais des compétences que tu ne valorisais pas et que du coup que tu ne faisais pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être comme tu as dit entre le début du collège et du coup la fin du collège où en fait là on entend qu'il y a quelque chose qui a complètement changé dans ta tête en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de le dire? Alors déjà je pense que c'était la pression des examens. Ah ok. Je savais que je pouvais jamais rentrer à la maison sans avoir mon brevet. Donc en gros pour moi c'était un challenge.
Et il y avait également le fait que du coup après il y avait l'année au lycée et moi je voulais absolument aller en général et pour aller en général forcément il fallait avoir un bon bulletin, il fallait forcément avoir de très bonnes notes et du coup moi c'était mon challenge. Il était hors de question que je redouble, il était hors de question que je n'ai pas mon brevet, il était hors de question que je n'ai pas le choix d'aller dans le lycée dans lequel je voulais. Donc tout simplement ça, dans ma tête, j'avais qu'un seul objectif, c'était de réussir tout ce que je voulais et du coup j'ai mis les moyens en œuvre pour avoir tout ce que je voulais, voilà. En fait, c'était vraiment comme une motivation. Ok. Et est-ce qu'il y avait quand même si tes parents n'étaient pas forcément derrière, mais est-ce qu'il y avait quand même une pression pour avoir de bons résultats ou pas? Ou voilà, il n'y avait pas forcément de pression, ils disaient, en fait, si tu as de bonnes notes ou pas, tant pis pour toi, entre guillemets. Il y avait quand même une pression dans le sens où, en gros, mes 2 frères, en gros, étaient différents de moi au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'ils avaient une très grosse facilité à l'école, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin de rentrer le soir, réviser leurs leçons pour réviser leur contrôle le lendemain. Moi, c'est pas mon cas. C'est-à-dire que si je révise pas, j'ai pas une bonne note, tu vois. Okay. Donc ça veut dire que j'avais quand même cette pression-là et j'avais du coup cette comparaison. Donc ça veut dire que moi, je savais que je devais toujours travailler plus que mes frères. Okay. En gros, c'était aussi ma motivation de montrer que, en gros, non, je suis pas moins qu'eux. Moi aussi, je suis capable d'eux. Ok, intéressant, très intéressant. Et du coup, ensuite, au lycée, comment ça s'est passé du coup maintenant que tu as eu ton brevet? Alors au lycée, c'était une bonne continuité, en seconde en tout cas. Ouais. C'était une très bonne continuité, je travaillais, je persévérais, je rentrais tous les soirs, je travaillais. Franchement, j'étais une assez bonne élève. Après, première terminale, c'était la catastrophe. Ah ouais? Ouais, c'était la catastrophe dans le sens où j'ai vécu une période de ma vie qui était très très compliquée. Pourtant, j'avais toujours cet objectif de énormément travailler à l'école et je travaillais tout le temps quand j'entrais à la maison, etc. Je passais ma vie à prendre soin de mes études. Mais en fait, je l'ai vu après. Mais quand dans ta tête ça va pas, ça n'ira jamais dans tes notes. Et du coup, moi, ça me mettait très mal parce qu'en gros, du coup, ce que je vivais en primaire, dans le sens où je me dévalorisais, ça m'a refait le même épisode parce qu'en gros, j'arrivais pas à comprendre comment je travaillais parfois plus que les autres et les autres avaient des notes correctes, voire bonnes. Et moi qui travaillais beaucoup, qui mettais de mon cœur, qui travaillais comme il faut, parfois je pouvais veiller la nuit en train de réviser mes leçons. Je voyais pas le résultat, quoi. Okay. Je voyais pas le résultat et ça faisait très mal parce qu'en gros, excuse-moi du terme, mais j'avais l'impression d'être l'imbécile de la classe. Ok. Et est-ce que tes parents, parce que je reviens encore sur l'aspect pression, est-ce que tes parents vous mettent une certaine pression pour devenir et appartenir à une certaine catégorie socio-économique ou genre il faut travailler bien parce que vous devez arriver à être là? Est-ce qu'en fait le choix du métier est important dans la famille, tu dirais? Alors, mes parents en soi, ils m'ont toujours laissé carte blanche. Ok. C'est-à-dire que peu importe le métier que je vais faire, ils seront d'accord avec ça plus ou moins. Mais par contre, la seule règle chez eux, c'est il faut faire des études. Il faut faire des études. Aucun de leurs enfants peut se pointer devant eux et leur dire oui, j'arrête l'école après le bac. Ça, c'est pas possible. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut niveau métier, mais il faut quand même qu'on ait des études, des études supérieures à notre actif. Ok, ça marche. Du coup, là, on est obligé d'en parler. Tu parlais tout à l'heure que tu étais la première génération à avoir le brevet en contrôle continu. C'est ça. Tu es aussi la première génération à ne pas avoir passé le bac. Ouais, cette chance-là, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Elle a dit c'est une chance. C'est trop une chance. Ah ouais. Mais comment tu l'as vécu ça? Alors du coup, on parle on est en train de parler de l'épisode de confinement, Covid et tout ça. Ouais, voilà. Raconte un peu parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours quand je pense que j'ai l'impression qu'on donne la parole à cette génération-là. Pour qu'ils parlent de leur vécu sur le Covid, le confinement et du coup ne pas suivre des études, ne pas passer le bac dans les règles de l'art entre guillemets. Parle-en. Alors moi je l'ai très bien vécu. Je l'ai très bien vécu parce que tout simplement, pour moi c'est comme un rêve qui s'est réalisé. Oh, parce que je sais que je rêvais de ne pas passer le bac. Okay. Et pour moi, ça s'est clairement concrétisé. Okay. Et en fait, c'est à cause de toi, tout ça, c'est ça? C'est ça. C'est grâce à moi, je dirais. À cause. C'est plus grâce parce que du coup,
Les 2002, on n'a pas passé le bac. Voilà. Non, mais blague à part, je vais expliquer pourquoi j'étais contente de du coup pas passer le bac. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, l'année de première et l'année de terminale, pour moi, c'était des Oui, c'est années vrai. très chaotiques. Donc ça veut dire que les épreuves du bac, je les appréhendais. Tu l'as présenté. Oui, mais non. Je les oui, c'est vrai. appréhendais. Ça fait Et sens. voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je me demande si j'avais passé ces épreuves-là, est-ce que j'aurais eu mon bac? Je ne sais pas et je ne pense pas. Donc ça veut dire que finalement, pour moi, c'était un très gros échappatoire. Mhm. Et si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Yes. Et ma foi, je l'ai eu. Ok. Ouais, j'ai été sauvée. Voilà. Ok, ça marche. Et j'ai pas, je crois que je t'ai déjà posé la question, mais j'en profite en parler là. Dans tout ça, on a parlé là de ton parcours scolaire et tout ça. Dans tout ça, qu'est-ce que tu ambitionnes de devenir? Qu'est-ce que tu veux, toi? Dans quoi tu te rêves? En quoi tu te rêves? Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de construire ma famille. Une famille unie, où l'amour règne. Une famille soudée, quoi. Ok. C'est vraiment... Quand tu me dis rêve, c'est la chose à laquelle je rêve. Ok. Mais, ok, je l'ai entendu et ça m'a plu, mais en même temps, je t'avoue, ça m'a interpellé. En fait, je mets ça de côté, mais c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est justement parce que c'est très, très intéressant. Je pense qu'on va en parler. Mais si on essaie quand même de parler de l'aspect carrière, est-ce qu'il y a un truc quand même que tu as peut-être pensé dans ce tableau-là, dans ce tableau de rêve que tu es en train de dessiner, que tu peins dans ta tête? Est-ce qu'il y avait quand même une carrière? Est-ce que tu te rêves? Tu t'es dit, peut-être en voyant des métiers à la télé ou au cinéma ou je ne sais où, est-ce qu'il y avait quand même peut-être un métier qui ressort? Alors moi, il n'y a jamais aucun métier qui m'a attiré. Wow. Il n'y a jamais aucun métier qui m'a attiré. J'ai toujours voulu être une businesswoman. Oh. Ouais, vraiment. C'est un métier. C'est une fonction. C'est plus l'entrepreneuriat, quoi. Oui et non. C'est un métier. Il y a des gens qui vivent de ça. C'est vrai que ça reste un métier, mais dans le sens où, tu vois, le salariat, etc., c'est pas vraiment... Dans un premier temps, oui, c'est ce qui me convient et je pense qu'on doit tous passer par là. Bien sûr. Mais c'est pas ce que j'aspire dans ma vie future, disons. Ok. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, je sais pas si c'est l'ère dans lequel on vit, mais c'est une chose qui revient souvent beaucoup. Et justement, dans l'épisode 10 que j'ai publié avec Sophia Bakery, tu iras l'écouter. Et elle aussi, elle avait répondu ça. Elle disait qu'en fait, quand elle était petite, en fait, elle se rêvait businesswoman, tu vois. C'est ça. Et je sais pas si c'est juste la génération dans laquelle on est qui fait que cette réponse-là revient beaucoup. Ou en fait, c'est ce qu'il y a beaucoup d'entre nous, en réalité, c'est qu'on a... En fait, on a été nourris. On a vu des images clés, des choses qui faisaient qu'en fait, on se rêvait souvent en chef d'entreprise, en businessman et businesswoman, tu vois. Je me pose beaucoup la question. Ça me pose souvent la question. Alors moi, pour répondre à ta question, je pense pas, dans le sens où, par exemple, dans mon entourage, c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Ok. Je dirais même que c'est peut-être une minorité, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui aspirent businesswoman ou quoi. Ah, d'accord. Et je pense que ça peut se justifier dans le sens où on est une génération avec beaucoup d'opportunités pour entreprendre. Là, actuellement, en 2024, on peut faire un business dans quasiment tous les domaines, quoi. Surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. En fait, on a vraiment une très grosse chance, je dirais. Ouais. Oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'en soi, un peu tout le monde peut entreprendre. Et je pense qu'avant, c'était moins le cas. Ouais. Ouais, donc je vrai. pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde veut entreprendre, etc. C'est juste tout simplement, on a plus d'opportunités, quoi. Ouais, le savoir est devenu, on va dire, illimité maintenant aujourd'hui, ouais, avec Internet et tout ça, les réseaux sociaux. Ok. On va en parler aussi un peu, avant de parler aussi de tout l'aspect caractère, force de caractère. On va parler juste de switch que tu as réussi à faire, parce que tu m'en as parlé dans un cadre plus professionnel. Mais sur comment, en fait, du coup, après bac, comment ça s'est passé, comment tu as switché, t'as commencé un truc, après t'as changé pour faire autre chose. En fait, je trouve ça dingue chez toi. En fait, cette capacité-là, t'es un peu, oui, t'es résiliente, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. T'es résiliente, je pense que t'es forte, mais t'es surtout aussi versatile, en fait. C'est vrai.
Je suis très Tu vois. versatile. Et vas-y, du coup, parle, comment ça s'est passé Le switch, le switch, en fait, l'après-bac et le switch et le parcours après-bac, quoi, tu vois, donc ta formation post-bac, d'accord. dans laquelle tu es toujours, mais qui est quand même très intéressante. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai eu un parcours assez diversifié, Ouais. dans le sens où déjà après le bac, j'ai fait un DU Paréo. Donc en gros, c'est comme une espèce d'année de préparation pour les personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire, etc. Ah ouais, ça Ouais. s'appelle comment? Un DU Paréo. Un DU c'est pas très Paréo. connu. C'est pas très connu, mais en tout cas, je l'avais trouvé sur Parcoursup. Ok. Simplement parce que je savais pas quoi faire et j'ai bien fait de faire ça. Et ça, attends, non, mais c'est génial. Ah non, mais c'est dingue. Ouais, franchement, c'était trop bien. Non, mais c'est dingue. Oh mon Dieu. Oh, Ah, mais c'est vraiment trop bien. Mais en fait, c'est quoi? C'est comme une classe prépa? C'est quoi? C'est comme une classe préparatoire aux études supérieures et en gros, tu as le choix entre plusieurs modules. Ok, Il me semble on avait le choix entre 4 modules. ok. Bah, en gros, ça te permet de découvrir ce que toi, tu aimes faire en fait. C'est vraiment une phase de découverte de ta personne, tu vois. Et c'était quoi les cours? Qu'est-ce que vous appreniez? Ça a duré 1 an? Oui, ça a duré un an. Et c'est vraiment comme une salle de classe C'est classique? comme une salle de... C'était à l'université, hein, c'était à Descartes. Ok. Donc, Et oui, vous faites quoi? Bah, raconte, parce que là, je suis là, Alors, en gros, tu m'as captivé. je crois que c'est l'année scolaire où j'ai fait le plus de choses parce que dis-toi, on a fait des stages, on a fait du bénévolat. Trop bien. On a fait du bénévolat, on avait plein de livres à lire, on avait des exposés, on avait des oraux, on avait des notes, hein. On avait des notes, on a eu même un diplôme à la fin de l'année. Mais c'est trop Ah ouais, bien. c'est vraiment, c'est l'école quoi. Non, c'est mais vraiment l'école, Oh là mais- là là là. Mais en fait, limite, tu vois, moi, en fait, je pense... En fait, moi, j'ai une croyance. Pour moi, limite, en fait, tout le monde, tu l'envoies là. Pour ce où, que tu saches ce que tu veux faire ou ce que tu ne saches pas, Mhm. limite, tous les étudiants après le bac, en fait, il n'y a pas histoire de genre, allez, va choisir un métier, va apprendre à faire quelque chose. Mhm. Non, pause, C'est ça, va te connaître. c'est ça. C'est important. Et je pense que l'accent, il est pas assez mis sur ça. Ouais. Pas du tout même. Ouais. Et bah, du coup, pour continuer ce que je disais, oui, du coup, moi, le parcours que j'avais choisi, c'était un parcours, en fait, il y avait plusieurs matières. Il y avait du marketing, de la comptabilité, de la communication, bah, il y avait de l'anglais. Il me semble que j'ai un petit peu fait le tour, quoi. En tout cas, c'est le bloc que j'avais choisi. Est-ce qu'il y avait de l'entrepreneuriat? Il y avait une matière comme ça, mais il me semble pas que je l'avais choisie. Parce qu'il me semble pas qu'à ce moment-là, ça m'intéressait plus que ça. Ok, c'est dommage. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, mais c'est un Ah. petit peu flou. Ok. Et alors, du coup, ce que j'ai fait, c'était du coup le parcours que j'ai dit, c'est celui que j'ai choisi. Et du coup, moi, j'ai fait de la comptabilité, du coup, comme matière. Et j'accentue sur cette matière-là parce que c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans ce domaine-là. Mhm. En gros, moi, du coup, j'avais mes amis qui, eux, étaient directement rentrés en études supérieures. Et quand je leur ai dit que j'allais avoir comptabilité, je recevais des feedbacks très négatifs. En gros, oui, mais c'est compliqué, c'est difficile. Limite, ils voulaient pleurer, quoi. C'était vraiment la matière de la mort. Et en gros, moi, je l'ai traduit différemment. Au lieu de me morfondre et me dire « Oh, je vais jamais réussir, ça va être compliqué, etc. » Ça a été mon challenge. Ça a été mon challenge. Je me suis dit « Bon, d'accord. » On m'a préparé mentalement. On m'a dit que c'était difficile. Mais en gros, travaille plus que les autres. Tu verras que tout va bien se passer. Bah, finalement, cette matière, je m'en suis sortie avec, je crois, 16 de moyenne. Pourquoi ? Parce que j'avais un objectif et je le travaillais tous les jours. Hein. Genre, on faisait des cours à distance que c'était après Covid. Enfin, pendant Covid, du coup, mais après confinement. Et je sais que, par exemple, le cours, il était à 8h. Les gens, ils étaient en train de dormir, la caméra éteinte, etc. Et puis moi, je me voyais, on dirait que j'avais la pêche, quoi. J'avais la pêche tout simplement parce que j'avais un seul objectif. Et finalement, je l'ai réussi. Et après, du coup, après cette année DU Paréo, je suis partie à la fac et j'ai fait une licence de sciences humaines et sociales. Pourquoi j'ai fait cette licence ? Parce qu'en gros, j'avais un petit peu peur de changer de domaine. Parce que du coup, moi, j'ai fait un bac économique et social. Et ça se rapprochait. Ouais. Ça se rapprochait et j'avais cette peur de sortir de ma zone de confort. Ok. Du coup, je suis allée là-bas. J'ai fait 1 an, 2 ans. La deuxième année, je disais que c'était pas possible. Ça me plaisait pas. Ça me faisait déprimer. Et pour moi, il était hors de question. Il y avait personne qui était d'accord avec moi. Tout le monde me disait qu'il fallait rester et valider la 3e année avant de quitter. Et moi, je disais qu'il était hors de question que je reste 1 an de plus dans une situation qui ne me convient pas, quoi. Pour moi, c'était inconfortable. Du coup, je suis partie. Et après, j'ai fait du marketing. Je suis partie en école de commerce, du coup. J'ai fait du marketing et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas et en gros, un jour, j'étais à la cafétéria et j'entends une conversation. Il y a une fille et un garçon, du coup. Le garçon, il dit à la fille « Oui, tu fais quoi comme filière ?» Je sais plus ce qu'elle a répondu. Et le garçon lui a répondu en disant « Ah, mais je pensais que je faisais marketing. » Et elle a une réaction très bizarre. Elle dit « Bah non, pourquoi tu pensais ça ?» Et en gros, c'est comme si elle l'avait mal pris.
Et après, moi, sur le moment, j'ai pas calculé, mais c'est vrai que c'est resté dans ma tête. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question. Et c'est vrai, après, je dévalorise pas telle ou telle étude, pas du tout. Mais c'est vrai que le marketing, en tout cas pour moi, je me suis dit qu'en gros, je savais que si j'avais choisi marketing, c'était parce que j'avais choisi, entre guillemets, la facilité. Et qu'en gros, moi, ce qui m'intéressait en vrai, c'était vraiment la finance. Et c'est parce que j'avais peur de faire de la finance que j'ai choisi du marketing. Et donc, du coup, j'ai décidé de tout lâcher. Ouais. Et du coup, aller dans la finance et Ok. précisément dans la comptabilité aujourd'hui. Ok, ça marche. Voilà. Et qu'est-ce qui te faisait... Pardon. Combien de temps tu restes en marketing déjà ? J'ai pas terminé l'année scolaire, donc je suis restée de septembre à décembre. Ah ouais. Je suis pas restée longtemps. Et après, en janvier, parce que j'ai fait du coup une rentrée décalée, en janvier, je suis allée en finance du coup. Ah oui, ok. Donc t'as switché rapidement. Très rapidement, okay. oui. Ok, ça marche. Top. Merci beaucoup pour cet épisode. Du coup, comme je t'ai dit, on est obligé d'en parler du coup, de ta force de caractère et tout ça, et de l'aspect difficulté. En fait, difficulté, même persévérance, hein, parce que en fait, tous les mots dont tu as parlé. Déjà, il y a un épisode dont tu m'as parlé que j'ai trouvé très inspirant. Tu m'as recommandé un livre dont j'avais dont j'avais entendu parler, mais je me disais oui, un jour quoi, tu vois. Oui. Parce que moi, je peux lire sans en avoir forcément la nécessité sur le moment, mais je vais aussi lire quand il y a un besoin qui se présente. Et là, je pense qu'en fait, c'est comme si tu as éveillé le besoin en moi, en fait. Tu vois. Bon ouais, en parlant du livre, tu as parlé de Miracle Morning. Oui. Tu te rappelles de l'auteur de livre ? Al Elrod. Al Elrod. Je sais pas si je le prononce correctement, c'est Al Elrod, il me semble. Al Elrod, ok, Oui. Ok, ça marche. Et comment tu as entendu parler de ce livre ? Alors, tout simplement sur TikTok. En gros, j'étais en train de scroller. Oui, c'est vrai. TikTok, c'est ma référence. C'est son BFM TV, c'est son tout. C'est mon Google, c'est mon tout. Je te jure, c'est un truc de dingue. dès que tu me parles d'un truc... TikTok. Ouais, TikTok. Ouais, j'ai vu ça TikTok. Ah, je suis trop sur TikTok. Ok, vas-y, dis-moi. Et du coup, c'était un couple qui faisait des études de droit, ils étaient à la fac. Ouais, et on leur avait demandé comment ils faisaient pour s'organiser, pour tenir le coup. Et ils avaient conseillé ce livre-là. Et directement, j'ai voulu l'acheter. Et c'était ma plus grande découverte. Ouais. Voilà. Ok. Mais encore, quel effet ça produit sur toi ? Tu vois, quand je t'ai dit que mon objectif, comptabilité, c'était d'avoir de bonnes notes, etc. Et que le matin, là, on pouvait commencer à 8h, j'avais la pêche et que tout le monde dormait. C'est parce que je lisais ce livre à ce moment-là et que j'avais appliqué tout ce qui était dit. Wow. Et ça a vraiment, vraiment fonctionné. Parce que, dis-toi qu'il y avait des matières, je pouvais peut-être avoir 8. Et je doublais mes notes, en fait, tu vois. Et en fait, pour moi, j'étais complètement une autre personne. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai dit plus tôt que j'ai compris que lorsque dans ta tête, ça ne va pas, dans tes notes, ça n'ira pas. Parce que là, j'avais un mindset qui était très bien forgé. J'avais une motivation comme pas possible. J'excellais, quoi. D'accord. Tout ça parce que dans mon mindset, tout était carré. D'accord. Ok. Mais il y a quand même... Ça, c'est... Merci. Du coup, il y a quand même pour revenir du coup à ce fameux rêve, à ce tableau que tu te peins de ta vie, donc cet aspect bonheur après lequel tu cours, ça vient je l'ai compris, on en a parlé, oui. Ça vient du coup, toi, de ta famille. Oui. De la famille dans laquelle tu as grandi, comme tu parlais tout à l'heure de schéma très masculin, le schéma très masculin et quel a été le déclic pour toi pour passer d'un schéma qui te semble pas correct, en tout cas qui ne te nourrit pas, qui t'apporte pas assez de bien-être, de bonheur, ce que tu veux, dis-moi si je me trompe. Quel a été le déclic pour passer de ce schéma-là et te dire non, moi je ne veux pas reproduire ce schéma-là, j'en reproduirai un autre? Je ne saurais pas identifier une période où j'ai eu un certain déclic, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours su que cette vie-là, je voulais pas continuer dans celle-là et la reproduire pour ma future vie de famille, tout simplement. Ok. Et donc tu as toujours su. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place alors pour changer, pour évoluer, pour persévérer, pour attirer un autre bonheur? T'as vu, j'utilise tes mots.
Oui, j'utilise mes mots. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Déjà, je pense que tu as pu le remarquer, je suis une personne qui est très, très introspective. Énormément, ouais, je dirais. Et ça me permet, en gros, de savoir, du coup, ce que je veux et ce que je veux pas. C'est comme ça que, à l'heure actuelle, je sais dans quelle direction je peux aller ou ne pas aller. Et du coup, en faisant la phase d'introspection, je sais si, à telle phase de ma vie, je me rapproche ou non de mon objectif, si je m'en éloigne ou pas. Et donc, en gros, pour moi, oui, c'est vraiment l'introspection, le fait que je peux avoir une réflexion sur moi-même qui me permet de savoir si je suis dans le bon ou pas, finalement. Donc, c'est une question un peu bizarre, mais tu dirais que tu fais de l'introspection combien de fois par semaine ou par jour ou par mois? Trop de fois. Trop de fois. Tu sais que je me remets constamment en question. Et d'ailleurs, je suis contente d'être comme ça parce que dans le sens où si j'ai un défaut, après, personne n'est parfait. Bien sûr. Bien évidemment. Mais si j'ai un défaut et que je sais que c'est pas bon, que j'aurais pas apprécié qu'on me le fasse, je vais tout faire pour le changer. Je vais travailler sur moi-même. Quitte à prendre des consultations avec un thérapeute, mettre l'argent, etc. Ouais. Je vais le faire parce que surtout si c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai pas aimé qu'on me le fasse. Ouais. Je vais faire en sorte de ne pas le reproduire, surtout envers mes proches. Ok. Est-ce que tu te souviens un défaut ou quelque chose qu'on t'a fait comme ça qui t'a poussé à dire ah non, je veux plus le faire? Oui. Avant, on me faisait beaucoup le reproche comme quoi je me plaignais beaucoup. Ah. Ouais. Avant, on me faisait vraiment le reproche comme quoi je me plaignais beaucoup. Je sais que moi, c'est un reproche que je faisais à ma mère. Je lui disais qu'elle se plaignait beaucoup et qu'elle ne mettait pas en avant le positif. Et on me le dit une fois, 2 fois. Je calcule pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, c'est vrai qu'on me l'a dit plusieurs fois et c'est pas qu'une seule personne qui me l'a dit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ce que je reprochais à ma mère, c'est ce que je faisais aux autres. Et je me suis dit, moi, ça ne m'a pas plu, je ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que j'ai travaillé sur moi. Et moi, je pars du principe où, si je me plains beaucoup, il faut que je mette aussi en avant ce que la personne fait de positif. Yes. Et à partir de là, j'ai travaillé sur moi. Et j'ai arrêté de me plaindre de manière excessive. Et je me suis plus focus sur le positif de la personne. Ok. C'est ok d'arrêter de faire des reproches à la personne et de voir le positif. Mais je suppose aussi qu'il y a aussi un aspect où aussi se mettre en action pour faire avancer les choses aussi, non? Parce que c'est juste voir le positif à la personne. Yes, c'est vrai. Mais il y a aussi un aspect où toi aussi tu as un rôle à jouer dans la relation, non? Tu vois? Oui, bien sûr. En gros, c'est pas que j'ai arrêté forcément de me plaindre. C'est déjà la manière dont je le fais. C'est pas parce que... Ouais, c'est plus dans la manière dont je le fais. En gros, si quelque chose me plaît pas, je vais pas venir incendier la personne et lui dire écoute, ça me plaît pas, ça, c'est... Non, tu vois, c'est pas comme ça. J'ai plus appris à communiquer de manière plus ouverte et plus positive. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est mon ressenti. Mais si une personne, elle vient me voir et en me disant... uniquement ce qui ne va pas, déjà je voudrais pas changer ma manière d'être avec elle, et deuxièmement je vais me sentir inutile en fait, tout simplement. Et si moi ça me correspond pas qu'on me traite de cette manière-là, je vais pas traiter les autres ainsi, tout simplement en fait. Et donc du coup ça veut dire que s'il y a quelque chose qui me convient pas, je vais essayer d'en parler de manière calme. Par exemple, si je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, une personne elle est retardataire. C'est une retardataire et moi je suis une personne, j'aime pas trop les retardataires, tu vois. Au lieu de par exemple aller m'embrouiller avec elle et lui dire écoute, moi j'en ai marre et tout le temps t'es jamais à l'heure, etc. Je vais dire écoute, tu sais, pour moi quand t'es en retard, pour moi je le perçois plus comme un manque de respect, etc. Les prochaines fois, veille à arriver à l'heure, tu vois, parce que en fait je vais plus lui expliquer mon ressenti. Les personnes ont un cœur, quand tu leur parles comme ça elles comprennent tout simplement. Alors que si je fais comme je faisais avant, ça marche pas. La personne va se braquer. Elle se braque, exactement. Ok. Mais tu vois, il y a quand même un truc, quand tu parlais tout à l'heure de prendre ses défauts et des choses qu'on te reproche et de faire en sorte de changer, de devenir une autre personne, ou en tout cas de devenir une meilleure personne. C'est très intéressant. Mais j'ai entendu une chose, et tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai entendu quelqu'un qui disait que quand tu fais le point entre tes points forts et tes points d'amélioration, vaut mieux prendre ces points d'amélioration et devenir un expert dans ce que tu es. En fait, si tu prends quelque chose de bon, quelque chose dans lequel tu es bon,
si tu le travailles, tu deviendras un expert dedans. Oui, j'ai entendu Alors, ça, oui. ouais. Alors que si tu prends quelque chose dans lequel c'est un point d'amélioration pour toi, une faiblesse, en fait, ça va te coûter le double, le triple, ou en tout cas te demander énormément d'énergie à t'améliorer dans la chose. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu viens de dire là? Alors, je suis mitigée. Ok. Donc, il y a une partie de moi qui est d'accord et une partie de moi qui est pas d'accord. Dans le sens où, par exemple, je pense que ça dépend des priorités de ce que tu vas améliorer ou pas. Voilà. Parce que, par exemple, comme je t'ai dit, le fait que je me plaignais beaucoup, je pense que à la longue, c'est pas agréable, tu vois. Je pense que c'est pas agréable et puis, je peux pas penser que à moi. Il faut que je pense à la personne qui est en face. Est-ce que si je continue comme ça, est-ce que ça va créer un inconfort dans la relation? Oui ou non, tu vois. Et si c'est quelque chose, bon, en soi, c'est pas si grave que ça. À la rigueur, oui, je vais pas m'attarder dessus. Mais disons que moi, je vais plus accentuer le côté qui peut être problématique. En fait, moi, mon objectif, c'est que je puisse être bien avec une personne, quoi, tu vois. Ouais, mais en réalité, je sais pas, en réalité, j'ai l'impression que en réalité, tu n'as pas travaillé sur une faiblesse en toi. Pourquoi je lui dis ça? Je pense que tu as travaillé sur un point, une capacité que tu avais déjà, et tu es devenue encore plus bonne, une experte dans quelque chose qui était déjà en toi. Qui est juste, en fait, je l'entends, hein. Tu me dis si je me trompe. Moi, je t'écoute. Tu as parlé quand tu as parlé de ce plan, tu as parlé du retard. Ouais. Là, par exemple, comment tu l'as décrit? Tu as dit c'est prendre la personne et communiquer différemment. Oui. Est-ce que c'est pas... Tu avais une certaine manière... Tu as une très bonne lecture du monde, de ton environnement. Peut-être que tu communiquais, mais bon, sans plus et tout ça. Et ça a éveillé, le fait qu'on te fasse des reproches, ça a éveillé quelque chose en toi. Oui. Quand tu as abordé la chose, tu as commencé à travailler dessus, ça t'a donné des armes pour devenir encore meilleure communicante. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai inventé non plus, tu vois. Je pense que c'est plus quelque chose que j'avais mis de côté. Et finalement, en fait, avant, j'étais un petit peu comme ça, mais je me disais, mais en fait, ça sert à rien, tu vois. Mais en fait, tu sais, en grandissant, je me rends compte qu'en fait, oui, non, c'est ça la meilleure manière. Ouais. Et puis après, au pire, si tu exprimes tes sentiments envers une personne et qu'elle n'est pas capable de l'entendre, finalement, nos chemins vont se séparer, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Ok. Tu peux c'est un peu personnel comme question. Tu peux nous donner un peu le tableau que tu te peins du bonheur? Du coup, je reviens à ce que j'ai dit. Vie de famille parfaite. Hein. Ok. Mais qu'est-ce en fait, vraiment, emmène-nous. Là, en fait, c'est comme si là, on est soit devant un livre, soit au cinéma, soit devant un tableau, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Peins-nous le tableau. En gros, tu vois un peu tout ce que tu vois dans les films. Par exemple, tu vois les fêtes de Noël, les fêtes avec de l'amour, la joie de Noël, etc. Parce que c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est quelque chose qui me fait mal. Mais quand c'est les fêtes de fin d'année, je vois tout le monde heureux, tout le monde heureux de célébrer, etc. Et moi, je suis dans ma chambre entre quatre murs et je suis pas bien. Je suis, comment dire, j'ai pas envie de dégager mes émotions, mais ça me fait mal. Ça me fait mal dans le sens où je me dis, ah oui, j'aurais aimé être à leur place, tu vois. Pour moi, Noël, le Nouvel An, etc., c'est pas des bonnes fêtes pour moi. Ça veut dire que dès que le mois de décembre approche, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai pas cette magie-là, j'ai pas envie de fêter, quoi. Et puis, je vois sur les réseaux sociaux, toutes les familles, elles sont bien, elles sont unies, etc. Et puis, il y a moi. Il y a nous, quoi. Ok. Il faut pas que tu te dises qu'il y a les autres. Il y a aussi beaucoup les autres qui montrent. Il y a des gens qui arrivent à faire un peu plus. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'il y a des gens qui sont bien alignés, leur vie est bien alignée, ils vivent réellement le bonheur. Il y en a d'autres, ils ne vivent pas le bonheur, ils arrivent bien juste à faire semblant et à sauver les meubles. Et il y en a d'autres, ils se montrent pas du tout et c'est juste l'hécatombe et tout, tu vois. Donc, il y a plein de choses, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais merci pour cette réponse. Ok, donc ça, c'est comment tu le vois. Dépeins encore un peu plus le tableau. Parce qu'en fait, en gros, là, on limite. Ce que je veux savoir, la famille, c'est que tu me dises, est-ce que c'est un papa, une maman, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants. En fait, emmène-nous, tu vois. Ok. Du coup, oui, un papa, une maman, issus d'un mariage, qui sont plus complices que jamais, qui savent communiquer. La relation que j'ai avec mes enfants, c'est une relation de confiance. Ok, tu veux combien d'enfants? Alors,
c'est assez compliqué. Dans le sens où j'en veux 4 de base. Parce qu'est-ce qui que est compliqué dedans? j'ai un critère qui est que je veux pas d'enfant père. Parce que pour moi, il y a 2 enfants qui seront plus proches et il y en a un qui sera à l'écart. Pour moi, c'est ma théorie. En tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. Tu veux pas d'enfant impair, tu veux dire? Oui. T'as dit père? Ah non, pardon. Okay. Je veux des enfants pères, mais pas d'enfants impairs. Ok, d'accord, ok. Ouais, bah, du coup, pour moi, c'est ma théorie. Mais je l'ai tenue pendant très longtemps, cette théorie. Mais en avançant avec le temps, après, je sais pas de quoi demain il fait. Mais je me dis que avoir 4 enfants, en soi, ça va. C'est pas non plus comme si c'était une équipe de foot ou quoi. Mais je me dis, est-ce que si j'ai 4 enfants, j'aurai le temps de me focus sur les 4 en même temps, à la même hauteur? Ça aussi, c'est important parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant qui est délaissé, en fait. Donc ça veut dire que là, je me pose encore la question. Je me dis, si j'ai des enfants, je veux toute l'énergie que je vais mettre, je veux qu'elle soit distribuée à part égale. Bon, après, c'est compliqué, mais tu vois, mais je veux pas qu'il y en a un qui soit plus délaissé qu'un autre. Ok. Tu vas me poser... Je vais te laisser me poser... Ou sinon, tu peux me poser la question. Moi, j'en ai 3. Tu peux me donner... Donc, je te disais, tu peux me poser la question, ou en tout cas, moi, je vais te donner mon feedback là-dessus. C'est vrai qu'il y a un enfant, en fait, on appréhende, on se dit que lui, je vais lui donner une chose à lui et je vais pas donner à l'autre et tout ça. Moi, je m'inquiète même pas pour toi. Pourquoi? Parce que ce que je perçois en toi, c'est comme je t'ai dit, la force de communication. Et un enfant, j'en ai 3 comme je t'ai dit. Et la relation est ce que je suis en train de développer dans mon mindset. Et c'est aussi, je pense que ce que j'apprécie sur toi, c'est aussi ce que je suis. C'est que mes enfants, je regarde chacun son besoin, sa sensibilité. Donc, j'essaie de lui apporter son besoin, de répondre à sa personne. Oui. Tu vois? Donc, en fait, il n'est pas lésé. En fait, à aucun moment, normalement, si tu fais ça, tu vas pas léser quelqu'un. Mais c'est si tu te disais que ils ont tous besoin, de toute façon, ils ont tous, un enfant, c'est un enfant, ils ont tous besoin de ça. Et puis point. Là, tu fais mal. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est le problème. Et c'est tout le problème j'avais vu un truc sur les réseaux sociaux que j'avais beaucoup apprécié, c'est tout le problème de l'égalité. En fait, être égal, c'est pas bon. C'est l'équité qui est une bonne chose. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, du coup, parce que moi, mon dernier, par exemple, il a même pas encore 2 ans. On est tous hallucinés. Il a un grand frère, tu vois. Oui. Il a un grand frère qui a 2 ans. On comprend pas. Le grand frère qui a 2 ans, lui, c'est les voitures, les motos, les voitures. En fait, il est que ça. Et le petit, on sait pas d'où ça lui vient. Moi, je suis pas amateur de foot. C'est Kylian Mbappé. Il voit Kylian Mbappé partout. Ah bon? Dès il prend un ballon. En fait, du coup, même parfois, même le ballon, il l'appelle Kylian Mbappé. Je te jure, tu vois, c'est un truc de dingue. Tu vois, et donc, forcément, on est sensible à tout ça. Tu vois, on est sensible à tout ça pour, du coup, appuyer, comme je te disais tout à l'heure, appuyer sur ce dans quoi ils sont bons, les appétences qu'ils ont, et donner au maximum. Mais il y a une chose après qui fait que moi, je suis quand même, j'en ai déjà parlé, qui fait aussi que pour moi, c'est hyper important. Quoi qu'il arrive, tout ça aussi, c'est comme des dons en eux, des compétences. C'est leur capacité à être des leaders demain. Oui, d'accord. Donc, ce que je vais faire, ce qui est vrai, pour moi, on est tous des leaders. Sauf qu'on a un domaine de leadership qui est différent chacun les uns des autres. Bien sûr. Donc, il y a des choses, je leur dirais que je parlerai de leadership, je ferai de masterclass leadership au cours magistral. Mais quand je prendrai des moments où j'aurai des moments qu'avec ma fille, qu'avec mon deuxième garçon, qu'avec le dernier, là, je pousserai un peu plus sur son appétence, sur son don personnel. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, pour revenir à ce que tu dis en soi, c'est j'aime bien. Merci. J'aime bien. Merci. Mais en fait, quand je t'ai dit que je voulais un nombre... Oui, ouais. voilà. Au niveau de ça, c'était plus, en fait, au niveau de la relation fraternelle. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où moi, comme je t'ai dit, de base, j'avais 2 frères. Et en gros... Tu les as toujours? En gros, j'étais la seule fille. Ouais, donc ça veut dire que, surtout que je t'ai dit que j'ai grandi dans un cadre assez masculin, j'avais personne en qui pouvait me retourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que finalement, je me sentais différente. Je me sentais différente parce que pour moi, j'étais genre la seule fille. Puis ma mère,
certes, ça reste une femme, mais comme je te dis, elle a une énergie qui est très masculine. Deuxièmement, c'est ma mère, c'est pas mon amie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, en fait. C'est pour ça que les sœurs que j'ai à l'heure actuelle, je peux leur donner tout l'or du monde, tu vois. Et je te comprends totalement. Parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'allais pas parler de foot. Enfin, je jouais au foot avec mes frères avant. Ouais, bien sûr. Mais finalement, tu vois, je suis une moment, femme. tu grandis, bien sûr. Je suis une femme, c'est pas envers mes frères que j'allais me confier, c'est pas avec mes frères que j'allais faire du shopping, c'est pas mes frères qui m'ont appris à me maquiller, c'est moi, tu vois, finalement. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais je comprends totalement, mais le truc c'est qu'il faut ça c'est les mystères de la vie et c'est les défis de la vie. Parce que moi en fait je te comprends parce que moi j'ai grandi, j'ai toujours d'ailleurs, je te fais la remarque mais en fait je dis la même chose. J'ai 2 sœurs. D'accord. Donc j'ai grandi dans un milieu très féminin. Ok. Tu vois. Et mon père était quand même présent, j'avais quand même des moments, même s'il y a des moments où il travaillait beaucoup, c'était différent en fait, les réalités de la vie font que, mais en fait c'est même pas que tu le veuilles ou pas, regarde, c'est très intéressant parce que tu le veuilles ou pas, le papa et la maman, le papa et la maman travaillent ou si la maman ou le papa est à la maison, mais en tout cas, tu as une journée, tu te lèves le matin, tu prépares les enfants, tu les déposes à l'école. Ils vont rentrer à la maison, collège, lycée. Les premiers qui vont se revoir dans la fratrie, dans la maison, dans le foyer, c'est les enfants. Bien sûr. Ils vont passer beaucoup, en fait, ils passent beaucoup plus de temps entre eux qu'ils ne passent forcément peut-être du temps entre parents et enfants. Tu vois bien ce sûr, que c'est le même âge. Exactement. C'est la même génération, c'est compréhensible. Exactement, tu vois, parce qu'ils grandissent ensemble et tout ça. Et donc, du coup, quand j'analyse ça, c'est aussi ça. Donc forcément, le temps qu'il rentre du travail et tout. Et tu vas pas venir être... Comme tu dis, c'est un parent. Tu vas pas venir dire hey, mon pote, tu sais que je fais ça aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Ou il rentre, il rentre du travail, il est complètement fatigué. Il va rentrer quelques heures et il va vous préparer. Vous devez aller déjà au lit. T'imagines la vie comme ce que ça génère des trucs, tu vois. Mais en fait, tout ça, ce que j'ai analysé, c'est que parce qu'on était en train de parler du fait que... en fait, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc très féminin. Et moi aussi, en fait, c'est pour te rassurer, c'est que moi aussi, à un moment, j'ai voulu un frère. Oui. Tu vois, je pensais que ma mère allait toujours... Je pense jusqu'à longtemps, je pensais que ma mère allait faire un petit... On a tous espéré, je pense. Moi, je pense qu'on a tous espéré ça. Mais après, là où... C'est vrai que comment je me suis rassuré... Je sais même pas comment je me suis rassuré... Je ne sais pas comment je me suis rassuré, mais en revanche, aujourd'hui, l'introspection que j'ai fait, c'est que il faut juste, quoi qu'il arrive, vraiment donner des billes à l'enfant. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, nourrir quelque chose, nourrir l'enfant, répondre à son besoin profond. Bien sûr. Ça communiquer entre frères et sœurs, en fait, et aussi dans la fratrie, le peu de temps que tu peux avoir avec les enfants, leur permet d'être bienveillants les uns avec les autres et qu'ils soient comme en fait ta prolongation. Le temps qu'ils passent entre eux, leur enseigner le maximum à tout un chacun qui fait qu'ils développent leur leadership. Bien sûr. Pour s'impacter les uns les autres à devenir meilleurs et à devenir et à exceller et à être bien, à être émotionnellement. Parce qu'en fait, là d'enfant, par exemple, je regardais je regarde souvent mes enfants, je suis là avec eux, je suis assis, tu les observes. Je les observe. Et ma fille, ma grande, elle a 5 ans. Parfois, son petit frère, maintenant, quand il pleure, elle va le prendre, elle va lui faire un câlin. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, la dernière fois, c'est marrant parce qu'hier, il s'est passé quelque chose. Au lieu de lui faire un câlin, j'étais... En fait, je raconte parce que, bon... Non, j'étais vraiment énervé parce qu'en fait, mon dernier a fait tomber les clés dans la cage d'ascenseur. Mon Dieu. Donc, j'étais fâché contre eux. C'était les seules clés? En tout cas, on revenait de la crèche et de l'école. Et maman, elle n'était pas encore là? Ah non, il n'y avait personne. Oh mon Dieu. Donc, j'étais complètement, mais vraiment sur les nerfs. J'étais vraiment fâché. Et du coup, eux, mais en même temps, dans l'énervement, tu vois, en même temps, on est sur le palier, ils vont crier, ils jouent, c'est la vie qui continue quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en plus, le dernier qui fait tomber les clés, il me dit, papa, les clés. Il dit, papa, ouvre la porte. Tu vois, j'ai dit, mais toi, tu me cherches. Il a oublié ce qui s'est passé. Il l'a déjà oublié. Mais en même temps, du coup, il joue, il pleure.
Et donc là, comme je suis très fâché, j'ai pas envie. Et je dis à ma fille, du coup, fais-lui un câlin. Et elle le fait. Elle le réconforte, tu vois. Et c'est aussi ça. En fait, c'est aussi de leur enseigner tout, ce qui fait que, en fait, ils se développent à être bienveillants à des moments où il faut être bienveillant. Ils sont bienveillants. Nous, là, d'enfant, on se disait avec ma femme, en fait, il faut qu'on ait des moments où, quand quelqu'un fait quelque chose dans la famille, dans le foyer, on s'arrête tous et on célèbre. Bien sûr, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que c'est comme ça que je saute à chacun. Ben oui, bien sûr. Si demain on n'est pas là, et dire hey, je suis fier de toi, franchement, j'ai vu ce que tu as fait. Bien sûr, et ça c'est très important, surtout quand tu es enfant. Je reviens sur ce que tu as dit. En gros, pour toi, tu es très axé sur la communication. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce qu'on disait en off. Mais tu sais, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence que tout le monde devrait avoir. Tu vois. Ouais. C'est très important parce qu'en gros, tout ce que tu viens de me décrire, si tu n'avais pas d'intelligence émotionnelle, tu n'aurais pas pu me parler comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que j'essaye de toujours développer, mon intelligence émotionnelle. Même si je pense que j'ai un assez bon niveau sur ça, mais pour moi, c'est jamais assez, en fait. Je suis tu penses curieuse. Que c'est jamais assez? Non, pour moi, on peut toujours faire plus, tu vois. Oui, bien sûr. Et j'ai un très bon niveau. Je pourrais m'arrêter là en soi, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que tu sais percevoir ce qu'il te manque? Est-ce que tu sais ce que tu le perçois là comme ça? Je sais pas. Parce que c'est vrai que moi, parfois, je me dis, en fait, je t'avoue, hein, sur l'intelligence émotionnelle, je me rassure en me disant, ouais, en fait, t'as les clés, t'as la base, construit dessus maintenant. C'est toi. En fait, là, c'est comme si c'est la base, c'est la partie théorie. C'est avoir les clés, les clés des relations humaines, interagir avec les gens, tout ça. Là, c'est bon, tu as la base. Après, ce qu'il y a au-dessus, c'est la créativité maintenant. C'est toi, c'est comment tu jongles avec tout. Et peut-être s'il y a encore des choses, tu vas peut-être aller chercher encore. Si tu découvres des nouvelles choses, tu vas aller chercher un peu de théorie pour combler certains vides qu'il pourrait avoir. Mais en gros, c'est de l'extra, quoi. Ouais, c'est de l'extra. En gros, est-ce que j'ai un manque? Moi, à l'heure actuelle, je te dirais que non. Ouais. Je dirais que non, dans le sens où, avant, j'en avais. Mais comme je t'ai dit, vu que je suis une personne très introspective, j'ai vraiment cherché à comprendre pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ce manque, d'où ça venait et comment je pouvais le combler. Et je pense que j'ai suffisamment travaillé pour dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de manque. Après, on sait pas de quoi demain est fait, encore une fois. Mais là, aujourd'hui, quand tu me poses la question, je dirais pas que j'ai un manque. Pour moi, j'ai fait le nécessaire. D'accord. Moi, j'ai un défi pour toi. Quel est-il? Je t'en avais pas. C'est marrant parce que, bon, j'en parle là parce que... Mais le défi, le défi, c'est de réussir. Le défi, c'est pas forcément le rôle d'un enfant, hein, mais le défi, c'est d'aider les parents, eux aussi, à passer un next step. Et je pense qu'inconsciemment, on le fait tous. Parfois, certains réussissent. D'autres non. Alors, déjà, c'est un très gros défi que tu me donnes, dans le sens où j'ai rappelé mes origines, je suis d'origine congolaise, et il faut savoir que mes parents sont nés et ont grandi, du coup, au Congo. Et ce qui est difficile, parfois, c'est qu'en gros, l'intelligence émotionnelle, en tout cas dans l'éducation qu'ils m'ont transmise, qu'ils ont reçue, du coup, je suppose, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente, donc ça veut dire que je peux essayer de leur en parler, mais c'est pas quelque chose qui... Tu vois. Est-ce que tu perçois quand même tu perçois quand même une certaine sensibilité, une certaine appétence à ça dans les conversations, dans tu vois, des bribes parfois, quoi. Juste alors, comme ça. du coup, avec mon père, pas du tout, parce que mon père, c'est une personne qui parle pas beaucoup. Okay. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, ma mère, et j'ai pris plus de 20 ans à le comprendre, j'ai compris qu'en fait, quand elle s'énervait par rapport à quelque chose ou qu'elle insistait sur quelque chose, c'est là que j'ai compris que ça la blessait, en fait. Et en gros, elle traduisait son énervement d'une manière... Le fait qu'elle soit blessée, elle le traduit par le fait qu'elle soit énervée ou par des reproches, tu vois. C'est comme ça qu'elle le traduisait. Et je pense que son langage émotionnel, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais, c'est un gros challenge. La dernière fois, j'ai donné ce challenge-là à une de mes... Je sais pas comment appeler ça. C'est une amie, mais en fait, je me suis donné comme objectif, j'en parle là, parce que c'est l'occasion, je me suis donné comme objectif d'accompagner 12 personnes D'accord. à accomplir leur mission de vie.
Ok. ou en tout cas à s'accomplir dans leur carrière et tout ça. Mhm. Et une des personnes, et c'est une amie du coup, en fait, j'aime pas les titres, mais un peu, en tout cas, j'aime pas les titres, donc mais en fonction, c'est un peu ce que je fais, c'est du mentorat, tu vois. Je fais Ok, d'accord, donc, super. et ce que je lui ai donné comme objectif, justement, elle aussi, elle me parlait de la relation un peu conflictuelle. Oui, un peu conflictuelle. Peut-être pas conflictuelle, mais en tout cas, un peu distante, froide, qu'elle a avec sa mère. Et du coup, j'ai perçu quelque chose là-dessus. Et je lui ai dit, mais en fait, il y a une phrase que j'ai entendue qui est une phrase. En fait, la phrase là, je l'ai entendue dans un podcast. Oui. Et ça traduisait quelque chose que j'avais vraiment dans un coin de ma tête, mais j'arrivais jamais à mettre un mot dessus. Et en fait, je sais pas si tu vois qui c'est, Simon Cowell, je crois, le gars en fait, c'est un producteur de musique et il produit American Got Talent. En fait, c'est l'équivalent de La France a un incroyable talent. D'accord, ok. Tu vois, et il produit la même chose aux Britain Got Talent et tout ça. Un mec millionnaire, quoi, multimillionnaire Oui, et tout d'accord. ça. Il est en place, quoi. Ouais, il est en place. Et du coup, dans son podcast, il dit que si on lui a posé la question, il y a une chose que ton père t'a apprise ou les choses que ton père t'a apprises, il a dit une phrase, et la phrase, je la kiffe, mais c'est une machine. Ah non, mais ça, là... Non, mais ça, franchement, c'est une phrase de dingue. Masterclass. Ah, masterclass. C'est littéralement le truc. On porte tous sur un front, on porte tous sur notre front une phrase qui dit « Fais-moi me sentir important ». Ok. Et donc, c'est pour te dire pourquoi je te dis ça. Et pourquoi est-ce que j'ai dit à mon ami, du coup, je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as offert des fleurs à ta mère? Ok, je comprends la phrase. Tu comprends? C'est quand, quand la dernière fois que tu l'as emmené faire un spa? C'est quand la dernière fois que tu as offert un spa à tes parents, juste pour qu'ils passent un moment? Ah, c'est une question? Non, je sais pas. Non, ah, d'accord, ok. Non, du coup, tu vois. Je pensais que je devais répondre. Non, bah, si tu as envie de répondre, tu réponds, mais tu vois, c'est là où je vais en venir. Ok, je vois. Non, si, je vois totalement où tu veux venir, et du coup, je comprends mieux la phrase qu'il a évoquée. Exactement. Parce que moi, je pars du principe que, en fait, comment moi je le disais avant d'entendre sa phrase, du coup, mais comment je l'avais dans un coin de ma tête, c'est que tous nos problèmes viennent d'un manque d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Tous nos problèmes, même, en fait, même pas tous nos problèmes. Nous sommes tous en manque d'amour. Tu dirais ça carrément? Ah oui. Tous? Tous. Okay. Et donne de l'amour à quelqu'un, tu commences à changer la personne. C'est vrai, hein? Ah oui. En fait, l'amour, c'est tellement une énergie puissante que une personne qui vit l'amour, qui reçoit de l'amour, tu penses qu'elle sera malheureuse? Mais jamais. Pas du tout. Mais jamais. En fait, l'amour, c'est quelque chose de beau, tu vois. Et l'amour dans le sens, comment je pourrais dire, dans le sens peut-être le plus noble, le plus large du terme. C'est pas de l'amour parce qu'en fait en grec, je fais mon petit intello là quelques minutes. En grec, il y a 4 ou 5 termes pour parler d'amour. Il y a l'amour éros entre un homme et une femme, entre deux personnes, deux traits. Donc là, c'est l'amour physique. Tu as l'amour agapé, qui est l'amour vraiment inconditionnel, l'amour dans la Bible, c'est souvent même quand on parle d'amour, quand on dit que Dieu nous aime, c'est l'amour c'est vraiment l'amour pur, tu vois, l'amour vraiment universel, quoi, oui. D'accord, vraiment c'est l'amour qui ne cherche pas d'intérêt. D'accord. Après, tu as l'amour philo, qui a donné philosophie, l'amour de la sagesse, tout ça. Oui. Qui est l'amour par intérêt, parce que en fait, tu aimes parce que tu cherches à obtenir quelque chose de cette chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour, du coup? Bah oui, parce que philéo, par exemple, je peux dire une passion. Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je le voyais dans un autre sens. Ouais, tu vois. Donc je le voyais vraiment dans un pur intérêt, tu vois, par exemple, un intérêt matériel, un intérêt, enfin, tu vois. Ouais, bah ça reste de l'amour, parce que je le fais, parce que même si je vais exagérer le truc, mais quelqu'un, un drogué, il aime. C'est vrai. C'est un amour difficile, mais il aime. Ça reste un sentiment, quoi. Ça reste un sentiment. C'est vrai. Il y retourne parce que ça me fait du bien. Même si ça me tue,
C'est une petite marque. Ah oui, Ah, mais c'est vrai. tu vois, C'est vrai, c'est c'est de vrai. l'amour. Et après, tu en as un autre qui s'appelle Storget et qui va être l'amour, l'affection familiale. Oui, Tu vois. ok. Donc oui, on a tous besoin d'amour. Tout ça pour te dire que Non, mais on peut pas vivre sans amour. Hein. on peut pas vivre sans C'est amour. impossible. Donc voilà. Donc moi, c'est ma théorie. Donc je laisse mes questions ici. Si tu veux répondre, tu réponds. Sinon, on passe à la suite. Next question. Ouais, franchement, j'ai même pas de next question. Là, je pense que j'ai parlé, j'ai été posé beaucoup de questions et on a parlé de choses très très intéressantes. Mhm. Et est-ce qu'il y a une chose peut-être, j'ai comme un sentiment, on a dit beaucoup de choses, on a parlé beaucoup de choses, Bien sûr. mais j'ai comme un sentiment que tu peux encore, il y a encore peut-être quelques pépites que tu peux nous livrer sur, comme je disais, ton mindset qui est très intéressant. Et en fait, comme je te l'ai déjà dit, tu vois, à hauteur de 22 ans, franchement, avoir une intelligence émotionnelle aussi puissante, j'ai très rarement vu dans ma vie. Franchement, je suis flattée. Ouais, non, mais franchement, je salue et j'apprécie en fait j'apprécie ça de voir ça chez toi, tu vois. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire encore là maintenant? Bon, la question, elle est assez vague. Ouais. Comment je pourrais y répondre? Quelque chose que je pourrais adresser à tout le monde? À quelque tout le chose comme ça. monde, ou juste une pensée que tu te dis, tu vois, tu remercies le ciel, tu remercies l'univers, tu remercies je ne sais qui, D'accord. je ne sais qui, Ok. parce que cette pensée-là, elle est en toi et elle t'anime et elle te pousse ou elle te donne la capacité d'aller plus loin. D'accord. Et, tu vois. Ok. Alors, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que peu importe ce qui arrive dans votre vie, c'est jamais par hasard. Ça peut être une difficulté. Des fois, c'est des choses qui peuvent faire très mal. Sur le moment, vous allez pleurer. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vous arrive. Mais ce qui est sûr, c'est que quelques années plus tard, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, vous allez finalement comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Parce que j'ai vécu des choses. Et finalement, si je les avais pas vécues, comme j'ai dit au début, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui parce que de moi-même, j'aurais jamais pu imaginer être là. Et ça veut dire qu'en fait, finalement, je suis pressée d'être à demain parce que je sais que demain, je serai encore à un endroit que j'aurais pas pu imaginer. Donc voilà. Donc ça veut dire que vraiment, quand on dit que la pluie vient après le beau temps, c'est vrai. Non, c'est l'inverse. Vous avez compris. Le beau temps vient vient après la pluie. Ouais. C'est vraiment vrai. Ok. Le fait de t'entendre dire ça, j'ai une dernière question. Vas-y. En fait, on va sur les questions de la fin, hein, mais j'ai une dernière question avant d'aller sur les questions de la fin. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà perdu un être cher? Oui. Ouais. Ok. Je peux te demander, c'est quelque... Mais du coup, c'est mon grand frère. Ah, d'accord. Oui, j'avais pas compris. C'est pas grave. Ok, j'avais pas compris tout à l'heure. Ok. Et on peut en parler? Tu peux essayer, mais c'est vrai que j'en parle peu. Ça sert pas un peu. Ok. Bon, donc du coup, si tu me dis oui ou non, enfin, j'ai pas de essayons. Ok. Il avait quel âge? Quand il est décédé, il avait 21 ans et demi. Mon Dieu. Tu en avais combien? Ouais. J'en avais 20. Ouais, j'en avais 20. Waouh. Donc c'était il y a 2 ans, quoi. Ok. Ah ouais, donc en fait, quand tu parles, en fait là, tout fait sens. Quand tu parles de difficulté, ben, bien sûr. Quand tu parles de difficulté, quand tu parles de persévérance, en fait, ta vie prend un autre sens. En fait, le fait de même de t'écouter, ça prend tout un autre sens. Ah bon? Ben, bien sûr. Je m'en suis pas rendu compte. Ah ben si, mais si. En fait, si. Parce que, en fait, t'es encore là. Parce que j'avais pas le choix. Ben oui, non, mais en fait, le truc, c'est que... Tu sais pourquoi la question... C'est marrant, parce que tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Non. Je t'ai posé la question parce que je me suis dit, mais quelqu'un qui va écouter, qui va avoir 40, 60 ans, qui va écouter cet épisode, te va dire, mais ouais, à 22 ans, qu'est-ce qu'elle a à me raconter? C'est vrai. Non, c'est vrai que les personnes peuvent passer comme ça. Et mais qu'est-ce que t'as vécu? Il va se dire, mais qu'est-ce que t'as vécu? Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit... C'est pour ça que j'ai arrêté de juger les personnes en fonction de leur âge. Parce que l'âge, finalement, c'est juste un chiffre social. Bien sûr. Enfin, un nombre social, pardon. Bien sûr. Je peux, comme tu dis, j'ai 22 ans. Ce que j'ai vécu, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont même pas vécu ce que j'ai vécu. Et encore là, j'ai juste parlé du décès de mon frère. Mais je pense que j'en ai suffisamment vécu. Tout comme il y a des personnes qui ont moins que mon âge, qui ont probablement vécu pire, tu vois. Bien sûr. Donc ça veut dire que finalement, l'âge, c'est juste un nombre. Ça veut rien dire. D'accord. Tu vois. Oui, bien sûr. Et... Ok.
Ok. Waouh. Il était malade? Non, du tout. Non. Ok. J'en parlerai en off à la rigueur, mais... Ok, d'accord. Ok, ça marche. Waouh. Waouh. Ah, ça, c'était la surprise. C'était la surprise de cet épisode. Bah ouais. Ok. En tout cas, franchement, je respecte. Merci Parce qu'en beaucoup. fait, je pense que je te l'ai déjà dit, je le disais depuis tout à l'heure, je te respecte, mais là, je te respecte encore plus. Ah, Non, mais je sais pas merci. comment dire le truc, mais en tout cas, franchement, tu m'inspires. Ah ouais? Ah oui, bah forcément. C'est la première fois que j'entends ça. Hein? C'est la première fois qu'on me dit ça. Ah non, mais tu m'inspires. Bah forcément. En fait, je pense qu'on réalise pas, mais c'est que si je t'invite, ou les gens que j'invite sur le podcast, sachant qu'en fait, moi aussi, tous les gens à qui je parle dans la rue, je les inviterai au podcast s'ils voulaient, tu vois. Bien Mais sûr, parce oui. que en fait, c'est ça la force de ce podcast, et aussi pour ça que je le crée. Parce qu'en fait, je mets les gens au défi. Arrêtez-vous, parlez aux gens autour de vous. Vous savez pas qui peut vous inspirer. T'imagines là? On sait pas. Tu vois, on sait pas. C'est vrai. Donc, parlons aux gens, à mi-parcours, arrêtons-nous, parlons aux À gens. mi-parcours. Eh ouais, non, arrêtons-nous, parlons. Parce que, tu vois, comme je disais, à 20 ans, quelqu'un va te regarder, va dire, ouais, toi, t'as 20 ans, ouais, genre, Ça veut rien tu vas dire. balayer de la main ton histoire de vie. Alors que, t'imagines? 20 ans, c'est jeune, hein. C'est jeune, mais ce que tu as vécu et l'analyse que tu as de ton expérience, là, d'enfant, on en parlait. Ouais. C'est pas l'expérience qui nous explique, qui nous apprend à nous surpasser, à nous améliorer. C'est le retour, c'est l'analyse C'est ça. qu'on a de l'expérience C'est qu'on ça. a eue. Et du coup, moi, j'ai toujours eu cette habitude depuis très jeune, hein. Quand une situation m'arrive, j'analyse toujours. J'en tire et le positif et le négatif. Et je prends ce qui m'arrange, ce qui va me faire avancer. Et ce qui va me faire régresser, je le laisse derrière. Ok. Tout simplement. Ok, ça marche. Ok, bon, du coup, je vais sur les questions de la fin. S'il y a 2 personnes que tu peux me recommander, que je dois absolument rencontrer de ton parcours, ou que éventuellement je peux même inviter sur ce podcast, qui est-ce que ça serait? Moi, je dirais une copine à moi. Ouais. Elle s'appelle Eva, d'ailleurs, celle que je vais aller voir tout à l'heure. Ok. Parce que, en fait, c'est une copine que je connais depuis maintenant 7 ans. Ok. Donc, ça fait quand même un bon bout de chemin. Et elle a partagé mes épreuves avec moi. Forcément, elle était au courant. Même si, bon, j'ai dit des choses dans ce podcast, je pense pas qu'elle pensait que c'était comme ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle aussi, elle a une assez grande intelligence émotionnelle. Et elle m'a vu grandir, tu vois. Elle m'a vu grandir, pas physiquement, mais mentalement, disons. Ouais. Et je pense que ça peut être intéressant de parler avec elle aussi. Ok, cool. Voilà. Après, deuxième personne, je sais pas. Ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a une œuvre artistique, en fait, vraiment musique, art, cinéma, livre, en fait, tout qui a inspiré, qui a vraiment inspiré ton parcours, dont tu voudrais nous parler? Alors, je dirais pas qui a inspiré mon parcours, mais qui, en ce moment, c'est quelque chose que j'écoute et qui me... Je sais pas comment expliquer, mais cette musique-là en particulier, elle me permet d'être en introspection. Okay. En fait, c'est quelque chose que personne ne sait. C'est que de base, je suis pianiste. Oui, de base, je suis pianiste. Moi, je sais. Je te l'ai dit? Oui. Ah, je me suis un peu 5 ans de piano. Ouais. J'étais pianiste, j'ai arrêté. Et j'écoute. Hein. On dirait que je m'écoute. Et c'est vrai que j'avais tout coupé avec le piano. D'ailleurs, personne ne le sait parce que j'en parle plus. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est passé dans ma vie. Ouais. Et ces derniers temps, j'essaie de renouer avec. Et en fait, je me demande pourquoi j'ai arrêté parce que finalement, c'est ma safe place en fait. Okay. Genre écouter du piano, etc. C'est quelque chose qui me fait du bien. Ouais. C'est assez compliqué parce que tu imagines bien que dans mon entourage, déjà personne ne sait parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose que je peux mettre en avant. Ouais. Et puis, quand j'étais pianiste, j'étais la seule pianiste de mon entourage, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément parce que c'est une partie de moi. Je me reconnais en fait dans ce genre de musique. Okay. Voilà. Et du coup, quel morceau? T'as dit que... Est-ce qu'il y a un morceau en particulier, un artiste en particulier? Après, il y a le classique, les Lettres à Élise. Ouais. Et il y en a un que j'écoute, mais j'arrive jamais à retenir son nom. Ouais. Je sais qu'il il est en concert en ce moment, il fait des tournées. Et il sera en concert aussi en mars prochain. Ok. Son nom, j'arrive pas à le retenir. Tu me diras, je le mettrai en commentaire. Je te dirai. Je te dirai, mais en tout cas, il est très connu. Il a joué dans des films, etc. Ok. C'est pas Hans Zimmer? Non. Non, je pense pas. C'est un américain ou c'est un français? Non, c'est pas un français. Je pense pas qu'il est américain non plus. Ok, d'accord, ça marche. Ok, c'est top. Et du coup, est-ce que tu veux laisser tes contacts, si quelqu'un veut parler avec toi, parce que quelqu'un a été inspiré justement par ton histoire, comment on prend contact avec toi en fait?
Moi, à la rigueur, le contact que je peux donner, c'est mon compte Instagram. Ok, vas-y. Après, pour l'instant, je suis en privé. Hein. Ouais, mais... Vous pouvez quand même m'écrire, il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, c'est NS-Lou, L-O-U. Ok. Si vous voulez m'écrire, partager votre expérience, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir carrément d'échanger avec vous. Ok, top. Et est-ce que tu as un compte LinkedIn ou quelque chose ou pas encore? Oui, mais du coup, il y a toute mon identité dessus. Du coup, d'accord. Ok, ça marche. Voilà. Top. Merci beaucoup, Madame Lou. Et franchement, c'était un épisode de dingue. De dingue. Et franchement, de toute façon, je savais que ça allait être un épisode de dingue. Moi, je pensais pas à ce point-là. Je pensais pas que j'en aurais autant dit. Ah, si, t'inquiète. J'ai ce don-là aussi. Je vois ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.